Chers auditeurs de mon radio, et bon après-midi et bienvenue à notre émission de ce mercredi 24 avril. Et aujourd'hui, nous avons comme invité sur le plateau Maître Milan Mitterrand. Maître Milan Mitterrand, qui est un habitué des médias, qui peut-être déjà passé de présentation, mais quand même, pour le besoin de cette émission, on vous a présenté. Maître Milan Mitterrand est un ancien représentant permanent à la mission des Nations Unies. Il est aussi le Chief Executive de Financial Services Commission. Il aussi dans le passé occupe les fonctions de Chairman du Board de Mauritius Telecom et ici pendant un bon bout de temps, le principal conseiller, il était le directeur de Policy Unit au bureau du Premier ministre à partir de 1995. Donc, Maître Mitterrand, bon après-midi et bienvenue à notre émission. Cet après-midi. Merci pour recevoir. Et Maître Mitterrand, pour commencer d'abord par une question, parce que le team fait hier à l'Assemblée nationale fait une réunion encore une fois le mardi. Mais encore une fois, nous faisons témoin de la même scène qui nous a habitué à témoigner à chaque séance de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes contents, vous avez un peu de vos perspectives. Qui vous pensez de la performance du speaker sur Rustem Fokir dans l'Assemblée nationale? Vous connaissez, je ne pas sûr que besoin focalise la performance du speaker en tant que tel. Parce que sa performance, pour reprendre le mot qui a servi, de faire partie de tout un système dans le fonctionnement de nos démocraties, dans le fonctionnement de nos institutions, qui ont commencé depuis quelque temps. Ne vous a pas oublié que à Maurice, le speaker est en fait un nominé du Premier ministre. Et donc, le Premier ministre, quand il choisit le speaker, il connaît qui s'en a, il peut mettre comme speaker, et il connaît qui lui attend de ce speaker-là. Donc, finalement, le speaker, le deliver, c'est qui celui qui nomme là-bas expecte de lui. Et en plus, malgré tout controverse qui finit non, malgré, moi vous dire, un consensus dans le pays, la dégradation des choses au niveau du Parlement, le speaker, toujours, continuer et non le soutien du Premier ministre et les membres du gouvernement toujours peut défendre. Donc, pour moi, ce n'est pas l'individu et ce n'est pas le comportement de l'individu en tant que tel qui est important, quoique l'individu peut contribuer à la dégradation du déroulement, dans le déroulement débat dans le Parlement, mais c'est le fait que il fait partie d'un système qui met en place depuis quelques années, système qui met en place par le régime actuel et qui est maintenu en place par le régime actuel et qui amène à une dégradation totale au niveau de plusieurs institutions à Maurice. Donc, moi, il est important que nous guettions dans ce contexte global-là. C'est un problème de l'institution, c'est un problème qui est créé à la suite d'une politique délibérée et le speaker, les un maillon, disons, dans sa système-là, et c'est celui qui met lui là-bas, celui qui peut soutenir lui dans ce rôle, qui vous importe la responsabilité, à mon avis, de ce qui peut passer actuellement. Mais Milan, donc, il paraît qu'il nous condamnait à continuer de subir, si on peut dire ça speaker-là, jusqu'à ce qu'il y ait le Parlement du Sud. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre aucun changement. Non, je pensais au contraire. Au contraire, notre livre est une pire, et puisque justement nous arrivons à la fin
de ce mandat-là et que le Parlement est capable de dissoudre n'importe quand. Donc, il est capable de penser que, d'une part, il n'y a pas grand-chose à perdre parce que le Parlement arrive à sa fin de toute façon, mais aussi puisque les enjeux sont plus importants maintenant dans une période électorale. Donc, ces deux facteurs-là capables expliquent en fait ce qui nous peut trouver depuis la reprise du Parlement dans quelques semaines et nous visons à attendre à ce que les restent pareils, sinon les viennent pire. Bon, déjà, il y a plusieurs membres du Parlement qui expulsés, il y en a un nombre maintenant, qui tous les semaines visent un Parlement un parlementaire qui est suspendu, pour plusieurs séances. Donc, il est possible que certains membres parlementaires qui sont suspendus là, la semaine dernière, cette semaine, etc., qui en fait, jamais je reprends le siège parce que le Parlement a fini du Sud, avant que sa sanction qui ne prend contre eux, l'expirer. Donc, c'est en demandant dans plusieurs circonscriptions qui peut priver d'une représentation au niveau du Parlement parce que le Parlement il ne suspend pas. Et Milan, donc, nous avons une situation qui nous fait gagner. Et est-ce que vous, quand nous, qui nous besoin faire, ou bien qui va faire qui besoin faire pour qui, à l'avenir, nous va retrouver avec un speaker pareil? C'est-à-dire qu'il nous doit un mécanisme qui besoin mettre en place pour qu'il ne pas regagner un speaker pareil comme M. Fouquier dans le Parlement, sous n'importe quel régime. Bon, moi, je veux dire que la réponse est simple. Parce que il dépend de la culture de bon gouvernant qui le peuple choisir. Bon, c'est une façon de voir les choses. Parce que, à the end of the day, il y a beaucoup une question de culture politique. Parce que, vous connaissez, depuis quelque temps, après, quand finissant sa dégradation-là, justement, au niveau du Parlement, et non, certains commentateurs qui disent que la faute, c'est probablement le fait que maintenant, depuis l'amendement que tu fais à la Constitution en 1996, ou qu'avoir gagné un dimoun en dehors du Parlement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été élu comme député, et qui est capable d'occuper les fonctions de speaker. Mais moi, pensais que cette observation-là n'est pas juste, parce que ne vous avez pas oublié que celui qui est cité comme la meilleure référence de ce qui est un speaker supposé été, c'est-à-dire Sahar al-Baghdadi, lui-même pas un élu. Et même depuis l'amendement constitutionnel là, nous finissons plusieurs speakers, comme Ramesh Jiboulal, Razak Pirou, Kailash Peyag, qui finissent par très bons speakers. Donc, c'est pas la faute de l'amendement constitutionnel, c'est pas le fait que capable maintenant nommer un non-parlementaire comme speaker. Le problème, c'est, à mon avis, comme dans le cas de beaucoup d'autres institutions, c'est est-ce que Bandimoun, qui le peuple il choisit comme gouvernant, et non une culture démocratique, et non un respect des institutions. C'est une question de mœurs politiques plutôt que de dispositions légales. Au capable, il y a les meilleures dispositions légales concernant l'indépendance devant l'institution, etc. Mais, à the end of the day, c'est un dimoun qui vous met là-bas qui fait la différence très souvent. Et en parlant justement des dispositions légales, nous connaissons qu'il finit un procès quand même fait entrer en Cour suprême par le député Dr. Henri Boulel, chef de file du poste de travail à l'Assemblée nationale, contre la façon de faire, contre les décisions prises par le seul. Mais quand même, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, nous presque à la veille d'une solution et nous pas n'entendons rien, pas arriver au niveau du la Cour suprême. Donc, l'affaire traîne toujours, si nous pouvons dire comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez bien faire pour qu'il venir capable d'avoir un jugement un peu plus rapide si jamais il y a une contestation pareille? Est-ce qu'il y a un amendement qui vient faire la Constitution même? Est-ce qu'il y a un nouveau règlement qui vient mettre en place? Ou qui va faire qu'a entendu comme ça
dans une fast-track basis, par exemple. Non, on a raison de dire que vous pensez que le case à qui on peut faire référence, c'est-à-dire le case qui est rentré par Dr. Avril Boulel, il peut-être date d'au moins 2 ans maintenant, ou à peu près. Donc, les pauvres, probablement devant la Cour, après la dissolution du Parlement, quand les Punetli vraiment d'aucun intérêt. Et c'est le cas aussi de nous trouver en ce qui concerne ma solution électorale. Et non, challenge qui en fait pas encore même commence à discuter devant la Cour. Pas une pétition les mêmes, mais dans les autres challenges, le déroulement des élections au plan national. Au moins un qui me connaît, ou 2 peut-être. Donc, vous connaissez, est-ce que besoin d'un changement dans la loi? Bon, un changement dans la loi pour perfectionner la démocratie, le fonctionnement des institutions est toujours utile, mais il n'y a pas besoin nécessairement un changement dans la loi pour qui ban case constitutionnel surtout. Enfin, ban case qui concerne les droits fondamentaux, ban case qui concerne le fonctionnement même de notre démocratie. La question qui se pose, c'est est-ce que déjà au niveau du judiciaire, par exemple là, et non un challenge à l'introduction d'un nouveau système biométrique et le renouvellement de 24 SIM, que tiennant une date, un délai jusqu'à fin avril, et la Cour décide pour écouter sa caisse-là assez rapidement, relativement rapidement, et la Cour décide pour extendre le délai jusqu'à ce que les juges capables écoutent l'affaire. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'il est capable de faire administrativement, c'est-à-dire au niveau de l'organisation judiciaire. Bon, évidemment, si nous disons aussi dans la loi qui dit que quand il y a une case constitutionnelle ou un challenge d'une élection, par exemple, parce que vous connaissez, dans Maurice, nous retournons dans une situation vraiment ironique, parce que la loi prévoit que au bizarre rentre une pétition électorale, si au cas où on peut contester une élection, au bizarre rentre la pétition électorale dans 3 semaines. OK? Donc, vous connaissez un candidat qui ne fait que perdre l'élection, il a réunir tout un élément d'information, etc. dans 3 semaines, il n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, la loi comme ça. Mais le principe est bon. C'est-à-dire que une élection, si vous pouvez contester, contestation là, besoin faire très vite, parce que, disons que un candidat qui, sur l'élection, peut contester, nommé comme ministre, il veut prendre une décision, ou un député au Parlement qui, sur l'élection, peut contester, il peut voter dans la loi qui engage le pays pour l'avenir, etc. Donc, le principe d'un délai très court pour rentrer une contestation, il y a une bonne affaire. Mais il make sense aussi longtemps que la pétition l'est aussi écoutée dans un délai très court. Parce que si vous persistez, enfin, si la loi prévoit que vous pouvez rendre pétition là dans 3 semaines, mais que 4 ans après, ou peut-être même 5 ans après, quand le Parlement déjà arrive à la fin de son mandat, la pétition pas encore même écoutée, ou pas encore finie, les délibérations pas encore terminées, mais il n'est pas make sense. Qui fait, nous besoin d'un candidat 3 semaines, plus de 32 pétitions, et en plus, vous connaissez, Maurice, très souvent, quand il y a un délai, la cause est assez stricte. C'est toujours flexibilité par rapport au respect des délais. Donc, l'idée est probablement bonne, mais pourvu qu'on aille jusqu'au bout dans nos logiques. Vous connaissez, dans un pays pas très loin de nous, au Malawi, en fait, il y a 2 pays qui sont pas trop loin de nous, Malawi et Kenya, quand il y a une contestation de mon élection, et Malawi
un pays qui fait face à beaucoup de défis, mais on connaît. Mais la contestation des élections passe très vite devant la Cour et on pensait environ 6 mois au maximum, la Cour finit prononce lit. Et dans le cas de Kenya, par exemple, la Cour a même trouvé que l'élection présidentielle pas irrégulier et que tu besoin de refaire une autre élection. Donc, c'est un pays, et dans le cas de Malawi certainement, qui peut-être a moins de ressources que nous, qui a un système qui pour capable de considérer comme moins développé que nous. Mais la contestation est passée dans les 6 mois à peu près. Alors, est-ce que nous sommes capables de faire ça déjà au niveau de ce que l'on peut dire l'organisation judiciaire, le case management, qui géré par la Cour lui-même? Moi, pensée des possibles. To some extent, et s'il est là, besoin aussi prendre une mesure législative, sans ban de la loi, pour imposer ban de délai, je ne suis pas trop sûr comment ça peut avancer, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait ça non plus. Je pense que déjà... Maintenant, si Malawi et Kenya sont capables de faire les, qui fait un mot qui soit capable? Bon, quand même, nous devons dire que dans le cas de ces deux pays qui m'ont cité là, c'était dans l'élection présidentielle. Donc, élection présidentielle, au niveau national, ça veut dire qu'on peut contester une élection nationale. Ici, Maurice, nous, énorme élection au niveau de chaque circonscription, et au besoin rentre une pétition au niveau de chaque circonscription. Bon, ça aussi, me trouve une affaire qui nous vous a changé, parce qu'il n'est pas possible que si finalement, irrégularité au niveau national, que vous n'êtes pas capable de servir ça dans le cadre d'une pétition électorale. Parce que nous, d'après nos jurisprudences, quand vous pouvez challenge une élection, par rapport à un monde qui est élu dans une circonscription. Ça veut dire, si vous pouvez dire que l'élection n'était pas valable parce que finalement il y a une irrégularité, vous devez montrer que ce candidat-là, dans sa circonscription-là, finit de faire une petite chose qui n'est pas correcte. Mais il n'est pas bon. Parce que, OK, il y a un candidat dans chaque circonscription, du monde quand tu peux voter, tu peux voter 10 plus d'autres candidats dans d'autres circonscriptions, mais il y a toute une campagne qui fait au niveau national, et il y a une possibilité d'abus de la machinerie gouvernementale, par exemple, qui quand même impacté l'élection d'un candidat de la majorité gouvernementale. Mais il est très difficile dans nos systèmes tels qu'ils existent actuellement pour servir ça, à moins qu'on ait montré que ce candidat ou peut challenge l'élection de M. X, ou bien montrer que M. X il fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais ça aussi, c'est une affaire qui nous besoin de voir. Parce que de plus en plus, même si strictement parlant, c'est une élection dans chaque circonscription, mais il y a toute une campagne nationale, il y a tout un environnement national, il y a toute une pratique au niveau national qui influence l'issue de chaque élection dans chaque circonscription. Mélanie Taban, pas plus tard qu'hier, je pense bien même aujourd'hui, le département d'État américain fait sorti son rapport annuel de l'état de la démocratie à Maurice. Il paraît que Maurice va progresser le rang ou bien le ban chose qu'il y a. Est-ce que ça rapport-là est nous? Bon, moi, j'ai eu l'occasion de ce rapport-là, mais je connais que finalement plusieurs rapports de plusieurs organismes qui, pour la première fois, moi vous dire la première fois, parce que Maurice habitué toujours gagne une très bonne notation pour la démocratie, etc. Alors que là, récemment, finalement, plusieurs organismes qui downgrade Maurice ou alors tire l'attention ce que j'appelle autocratisation du pays. Vous connaissez même Mo Ibrahim Index qui est souvent cité par le gouvernement. C'est vrai, il continue classe Maurice comme premier en Afrique strictement parlant, mais quand vous avez ce rapport-là, il cite plusieurs items, et dans plusieurs items dans le rapport-là, que lui montrait que finalement un déclin dans Maurice, même si par rapport à les autres pays africains, nous encore overall
une meilleure, disons, notation. Donc, tout ça, l'organisation-là, pas capable de faire un complot pour disons, donne-nous une moins bonne note que vous êtes habitué de nous. Plusieurs organisations, donc, ils attirent l'attention, le déclin de l'indépendance de nos institutions, de la protection des droits fondamentaux, du fonctionnement de nos démocraties. Et nous encore, parfois, ils ont tendance pour taper l'estomac et penser que nous meilleurs dans la région, etc. Mais ce n'est pas nécessairement la région. Enfin, même dans la région, il y a beaucoup de développement positif qui peut arriver. Le continent africain connaît non parfois pas de recul, mais dans l'ensemble, il y a une avancée considérable. Le plan de l'institution, le plan aussi, moi, je veux dire, de la compétence des gouvernants. Et Maurice nous risquait d'être laissé en arrière. Nous capables de reculer alors que les autres peuvent avancer. Milan, l'opposition ici à Maurice souvent critique le gouvernement qui est accusé d'instrumentalisme à l'institution. Est-ce que vous pensez que ça va une accusation là exagérée ou bien justifiée? Qui vous sensez dans là? Non, mais quand nous finissons plusieurs exemples ces dernières années, que une institution finit agir d'une façon qui fait que le public perdit confiance dans l'indépendance, dans notre impartialité. Et ça, il est pratiquement across the board. Hein. Il y a plusieurs institutions, il y a un régulateur. Par exemple, dans un gros scandale qui ne s'est secoué Maurice et qui plusieurs, peut-être, disons, pas assez réalisé, dans quelle mesure ça grave, c'est le rôle qu'un régulateur a joué par rapport à l'organisation des courses à Maurice. On va dire que l'organisation que les courses, vous êtes une affaire importante. Il est grave important pour beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui enjoy les courses, etc. Mais moi, je regarde ça du point de vue rôle de régulateur. Et comme ça, nous trouvons ça dans beaucoup des autres secteurs que la phénomène érosion de confiance de la part des Mauriciens dans l'indépendance. Et par contre, nous avons au moins une institution qui lit et encore affiche farouchement sur l'indépendance. Et cette institution-là, il fait l'objet de toutes sortes d'attaques depuis des années. Finalement, même une tentative pour amender la Constitution pour qu'il soit capable de créer un autre organisme qui peut capable overrule décision de l'institution-là. Donc, il y a une volonté réelle et féroce pour qu'il y ait une mainmise de toute institution, et quand il y a une institution qui échappe à sa contrôle-là, parce qu'il y a une certaine protection constitutionnelle qui protège eux, et aussi il y a un dimoun à la tête de cette institution-là qui est farouchement indépendant et qui agit de façon professionnelle, ou trouve sa action concertée qui est non pour capable, comment dire, ramener cette institution-là aussi dans un orbite que les autres institutions peuvent fonctionner. Une cause à une institution qui est gouvernement peut remettre sous un coupole et relais, mais est-ce qu'il pensait qu'il définit le service et qu'il aimerait y avoir une backdoor entry pour faire le même objectif qui était recherché à travers sa Financial Crime Commission là? Est-ce que vous pensez que c'était un peu ça? Oui, enfin, il y a beaucoup de controverses sur la création ou peut-être pas la création, parce que disons que la fusion de différentes institutions n'est pas nécessairement une mauvaise affaire en lui-même, mais il y a une controverse sur le pouvoir de ces institutions-là,
et aussi le mode of appointment de Ban Ki-moon qui est à la tête de cette institution-là. Mais par rapport aux questions, l'érosion de pouvoir, il y a un exemple très clair qui est toujours le cas comprendre de comment la création de cette institution-là enlève un pouvoir du DPP. Vous connaissez dans Maurice, depuis tout le temps, quand la police, ou même l'ICAC, quand je te fais une enquête, je t'avoue ça que, pas parce que c'est affaire routine, dans une contravention, mais parce que les autres affaires, et je suis actuellement dans les cas de l'ICAC, je t'avoue de chier que le DPP, et c'est le DPP qui décidait si pas énorme matière à poursuite ou non. Ou, dans sa nouvelle loi qui ne fait qu'entrer en vigueur, il y a 2 ou 3 semaines de cela, quand cette institution-là fait une enquête, dans un cas de corruption, par exemple, c'est l'institution-là lui-même qui peut décider qui n'a pas besoin de poursuite. Donc, il y a un processus de partie là. C'est-à-dire, non, mais le risque dans ça, c'est que justement, parce qu'il est là une cause d'érosion de confiance, c'est que quand une institution qui est composée de Ban Ki-moon qui est nommée par le Premier ministre, qui décidait, qui pas pour poursuivre, après nous avons cause de décision de poursuivre. Mais là, nous avons cause de décision de ne pas poursuivre. Par exemple, si oui non, une allégation bien grave contre le proche d'un parti politique qui est au pouvoir. Et que, si inutile d'après pratique bien établie à Maurice depuis longtemps, quand l'institution fait cette enquête, il est obligé à envoyer de chez là DPP. DPP qui est une institution indépendante nommée par une commission indépendante et pas par un politicien qui décidait objectivement d'avoir un critère qui, le DPP à Maurice et même en Angleterre, un critère objectif qu'ils ont utilisé pour décider si pas bien poursuivre ou bien non. Mais là, supposons qu'il y a un protégé du régime qui fait l'objet d'une enquête et supposons, dans l'hypothèse où il y a une décision pour ne pas poursuivre, il y a toujours un soupçon dans l'opinion publique que la nominise du Premier ministre fin décider de ne pas poursuivre quelqu'un qui est proche d'un parti, alors que si c'était le bureau du DPP qui prend sa décision-là, pas pour nécessairement ils ont sa climat de méfiance-là. Donc, pour quelle raison est-ce que le gouvernement a décidé que dorénavant, nous pas besoin suivre sa pratique bien établie depuis des années, lors le fait qu'il y a un dossier au DPP et que ce dossier-là est capable de finir classé, comme nous dit à Maurice, au niveau d'une institution qui est composée uniquement de nominees du Premier ministre. Donc, et non finalement tentative pour amender la Constitution pour diminuer les pouvoirs du DPP, mais là, et non, la loi, parce que le gouvernement n'est plié dans la majorité nécessaire. Mais, à ma connaissance, le DPP challenge ça la loi-là devant la Cour suprême, parce que nous sommes capables d'estimer que le droit de décider de la continuation ou non d'une procédure pénale, il relève sous la Constitution du DPP. Donc, est-ce que le fait que ça, la loi-là, il enlève
en fait, un pouvoir qui dit pitié, non? Est-ce qu'il est contraire à la Constitution ou non? Et ça, l'affaire est devant la Cour suprême, donc je ne vais pas pour dire plus là pour le moment. Milan, mon père dessous en tant que Mauricien d'un père de famille, et est-ce que la consommation et le trafic de la drogue à Maurice en ce moment y inquiète? Oui, moi quoi, tout Mauricien inquiet. Tout Mauricien inquiet parce que, et non, le sentiment que la situation concernant la consommation de la drogue et le trafic de drogue à Maurice n'est pas amélioré, loin de là, que beaucoup plus répandu qu'il y était. Et malgré les quelques saisies qu'il vient de faire par-ci et par-là, et du monde très inquiet non seulement de l'effet de la consommation de drogue, de l'effet sur la société du trafic, et non plusieurs millions, pour ne pas dire des milliards, qui involvent, mais aussi des conséquences sur law and order dans le pays quand ils ont Bandimoun qui ils trouvent les moyens pour être capables de procurer de la drogue. Donc, une ramification, pas seulement à Maurice, mais dans d'autres pays aussi, donc ça, une ramification de consommation et trafic de drogue, très large, et beaucoup de monde convaincus que la dégradation de ce qu'ils considèrent comme la dégradation de law and order dans le pays est liée à ça, quoique le commissaire de police dit là il y a quelques jours que ce n'est pas nécessairement le cas, que ce n'est pas toujours la drogue, mais en tout cas ils ont une perception que l'insécurité, disons, ou la crainte de l'insécurité qui est dans le pays, est non un lien avec la situation concernant la drogue. Et Milan, pour poser une question, et beaucoup de monde critiquait de dire que l'endettement de Maurice, l'IP prochaine est quand même assez très inquiétant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça analyse-là, qui va dire un peu que on est au concern par le niveau d'endettement de Maurice? Est-ce que ça intervenu? Bon, vous connaissez, quand on écoute un économiste, quand on regarde un chiffre, déjà, quand on regarde un indicateur économique et qu'on écoute un économiste, ou même un rapport d'organismes internationaux, there is cause for concern. Parce que nous sentons que non seulement nos pays peuvent atteindre un niveau très élevé de l'endettement, mais ils ont également une dévaluation constante de la roupie mauricienne, et que, bon, ça va lié, hein, de toute façon, la confiance dans une devise, les panneaux de performance économique, de l'indépendance de l'institution, etc. Mais c'est vrai que un politicien, peut-être, pas cause ça assez, pour une raison évidente, parce que quand dans une année électorale, un gouvernement peut faire tout ce qu'il y a des cadeaux, l'opposition pas trop re-challenge ça, parce que il y a évidemment une conséquence électorale pour eux autres, mais si on écoute un observateur indépendant, si on écoute un professionnel qui comprend
l'économie. Pourquoi vous trouvez que très souvent je pétille à la sonnette d'alarme et je te aussi dire que en fait, le chiffre officiel de l'endettement n'est pas reflète la réalité parce que finalement beaucoup de moyens qui nous servent pour faire l'endettement passe le compte de les autres entités qui nous créent, etc. Mais que finalement l'endettement du pays dans son ensemble est même plus élevé que ce que le chiffre officiel dit à nous l'endettement public. Et Bilal, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec certains économistes qui disent que peut-être le pays ou bien l'économie lui-même, persiste dans une bombe à retardement? Est-ce que vous partagez sa réflexion-là? Vous connaissez le tout et non en mémoire ce qui s'est passé en Sri Lanka, enfin récemment, dans le cas, au moins 2 cas, ce qui s'est passé à Sri Lanka et ce qui est passé en Grèce. Bon, en Grèce, le fait que ce pays-là fait partie de l'Union européenne et que l'Union européenne réussit quand même, disons, sauve le pays, bail-out le pays. Bon, en Sri Lanka, ça fait énormément des autres conséquences. Maurice, est-ce que nous finissons une gestion, disons, responsable de l'économie? Beaucoup nouveaux économistes peuvent dire ou non. Mais ce qui est grave aussi, et ce qui inquiète beaucoup de monde, c'est que à l'approche des élections, le gouvernement est capable de tenter pour utiliser les fonds publics pour racheter auprès de certaines sections de la population sans tenir compte de bonnes répercussions qui sont capables de l'avenir économique. Et la tentation est là. Et c'est totalement, disons, irresponsable de la part d'un gouvernement pour utiliser la machinerie gouvernementale, pour utiliser les fonds publics, pour, disons, donner même plus de chances électorales. Bon, nous trouvons déjà, par exemple, d'énormes fonctions qui peuvent organiser aux frais de l'État, avec des fonds publics, avec des fonctionnaires qui ont fait un meeting déguisé. C'est-à-dire que le message qui passait dans cette réunion-là, c'est un message foncièrement politique qui est répercuté par la télévision nationale et tout est fait par l'État. Donc, et non d'une part l'endettement, et non d'autre part l'utilisation justement de l'appareil d'État et de fonds publics dans le cadre d'une campagne électorale. C'est un sujet qui inquiète beaucoup de Mauriciens. Et au final, évoque un sujet, c'est une cause TV nationale. Et nous avons beaucoup critiqué la TV nationale. Et vous pensez là, et qui vise faire qui justement est capable de gagner une télévision digne de ce nom et qui est capable justement de refléter un peu la société mauricienne bien et mettre fin à sa partisanerie. D'après vous, qui vise faire pour que MBC n'est plus ce qu'il y était tout le temps comme on le tout disait, surtout le gouvernement presque, peut-être dans certains beaucoup plus, dans d'autres moins, mais vous nous commandez toujours un outil de propagande. Qui vous pensez bien faire quand on mauricien une télévision digne de ce nom? Bon, moi pour revenir les 2 points que je fais déjà là, au cours de nos conversations. Premièrement, je dis où l'indépendance de mon institution. Bon, je vais adresser à moi-même comme un ancien journaliste de la MBC. Hein?
Vous avez fait rappeler ça à Et comme ministère. un ancien régulateur, moi je propose aussi comme un ancien régulateur dans un instant, que la question qui se pose par rapport à toute une institution, y compris la MBC, c'est est-ce que ban gouvernant et non la culture politique nécessaire pour nommer Banjamoun qui pour agir de façon professionnelle et indépendante. Donc, le premier élément, c'est cette culture politique. C'est cette culture, ce respect de la démocratie, de l'indépendance des institutions, qui nomme Banjamoun, qui est compétent, qui est indépendant, etc. Et non une proposition, comme on connaît, pour qui à l'avenir, enfin si jamais et non un nouveau gouvernement, que pour non un select committee du Parlement qui est capable, disons, examiner un peu une candidature, un peu comme ça se passe aux États-Unis, quand il y a un congressional hearings avant qui c'est une nomination Sénat. devant le Sénat, et qui ça capable d'aider pour qui et non ban qui disons meet all the requirements pour keep ça fonctionne. Mais dans une deuxième affaire, bon, telle est là mon cause le rôle de régulateur. Dans Maurice, nous avons un régulateur pour l'ensemble de l'audiovisuel. Et notamment la vie. Pour travailler dans ça bill-là, parce que contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, en fait, c'est le gouvernement travailliste avant 2000 qui vient avec la loi de libéralisation de l'audiovisuel à Maurice. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette bill-là. Et nous make sure que le régulateur qui nous peut mettre en place, il paie en compétence uniquement par rapport à radio privée, mais il est en compétence aussi par rapport à la télévision d'État. C'est capable de faire autrement. Mais le gouvernement travailliste d'alors, donc qui vient avec ça là, qui fait adopter ça là, parce que le gouvernement précédent n'a pas nécessairement soutenir la libéralisation. Donc, tu voulais que le régulateur ait aussi compétence l'OMBC. La question qui se pose, parce que comme on dit, il y a beaucoup de controverses le rôle de l'OMBC. Et nous finissons même dans un cas de Maurice, qui est sans précédent dans notre histoire, que la commission électorale, pendant la dernière campagne de 2019, la commission électorale qui est en face de ce que l'opposition considère comme une manipulation par la MBC, quand la commission électorale dit dans un communiqué public que et non une prima facie evidence d'une violation de la loi par la MBC. Jamais dans l'histoire finit dans ça, parce que la commission électorale c'est toujours une interprétation assez restrictive de ses compétences, et là, cette affaire-là est suffisamment grave pour que la commission électorale, donc un organisme créé sous la Constitution, dit qu'à première vue, finit non un non-respect de la loi par la MBC. Donc, ça s'est passé en 2019, 5 ans après. Est-ce que le régulateur prend en considération la remarque de la commission électorale, donc comme on peut dire, un organisme créé sous la Constitution, s'il prend ça en considération et il trouve qu'en fait, contrairement à ce que la commission électorale dit, pas fini dans aucune violation, que la MBC finit absolument respectueux de la loi, c'est une affaire, bon, mais nous ne pas connaît. Jamais nous entendez. Ou alors, est-ce que
le régulateur fin totalement ignore ce que la commission électorale dit et il n'est pas de aucune suite à ça. Nous pas connaît. Donc, si nous arrivons à une situation que les régulateurs qui n'ont pas fait hésiter pour come down heavily dans certains radios privées, dans un cas au moins c'était pendant Covid, quand le board du régulateur a quand même réuni pour prendre une sanction, etc. Mais est-ce que le régulateur fin aussi considère tout ce qu'MBC fait et je satisfait que en fait MBC jamais ne viole la loi, jamais fin une nécessité pour appliquer la moyenne sanction contre la MBC. Pour le moment, c'est la seule conclusion que nous avons tirée parce que jamais ils ne font rien. Donc, le régulateur, qui est dans le pouvoir, qui est dans l'obligation sur la loi, il certainement, en tant que régulateur, respecter la loi. Mais donc, l'in trouvé que certaines radios privées, de temps en temps, violent la loi et une visa sanction, mais que la MBC jamais ne viole la loi, malgré ce que toute la population dit. Notamment, il n'est pas secret pour personne qui aussi a une bonne cheville ouvrière de la libéralisation même des ondes à Maurice, dans les cas 2000, donc on rappelle. Et est-ce qu'il vous aussi ou en faveur de la libéralisation de la télévision en Maurice? Parce que nous sommes aussi dans une étape de radio. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une venue qui nous gagne une télévision privée en Maurice? Bon, moi, il y a une affaire qui dit oublié dans nos causes télévision privée. C'est le gouvernement travailliste en 1997, par là, on va rappeler la date exacte, qui, pour la première fois, il permet déjà qu'il y ait une chaîne de télévision autre que la MBC à Maurice. Pourquoi tu m'as oublié ça? Parce que le gouvernement précédent n'a pas autorisé ça. Enfin, avant 95. Et pour tu peux même faire sur une chaîne satellitaire. Oui, voilà. Donc, c'était un premier pas dans la libéralisation. Après, il y a la loi qui vient de la libéralisation des ondes pour permettre de radio privée, etc. Mais il y a un premier pas déjà qui t'y prend par le gouvernement travailliste d'alors pour permettre qu'il y ait une chaîne satellitaire. On vous rappelle que juste avant donc, les élections, il y a un Mauricien qui est pérante de voyage et qui amène un satellite pour capter une émission. Une antenne parabolique. Une antenne parabolique. Et ça finit saisi par la douane. Parce que le gouvernement d'alors, sous le gouvernement d'alors, non seulement pas autorise une chaîne satellitaire, mais pas un endroit à mettre une antenne parabolique pour capter une chaîne satellitaire. Mais alors qu'après, le changement de gouvernement, en fait, finissant la loi spécifiquement pour autorise un opérateur privé retransmettre une chaîne internationale, une chaîne étrangère sur le territoire mauricien. Donc, pour répondre à vos questions, nous des affaires pour télévision. Bon, est-ce que télévision locale aussi tombe sous le coup de la libéralisation? On n'a aucune raison qui fait sous la loi actuelle pas qu'à faire ça. Mais seulement quand si nous remettons en cause l'indépendance de l'institution et vous pensez comme beaucoup de Mauriciens, nous sommes capables de craindre que en fait si permettent une chaîne télévision privée, que ça prend un MBC bis. Nous prenons un deuxième MBC, quoi. Parce que, à moins que le régulateur, justement, qui vient octroyer sa licence-là, il y agir en toute indépendance et en toute impartialité. Milan, le temps fait défaut, vous pouvez vous dire, nous avons quitté 18 heures. On va pas aller sans vous poser une question politique.
ou un observateur politique, comme beaucoup mauriciens ici, ou un observateur politique beaucoup bien avisé, aussi, mon besoin de dire. Et que vous pensez du retrait du PMSD de l'Alliance du Parti travailliste NLO, c'est-à-dire de tiers en alliance, parce que ce n'est, mais finalement, un retrait. Et comment on commence ça, le retrait là-haut? Bon, vous savez, j'ai dit plusieurs fois ces dernières semaines, je pensais que c'est l'alliance de l'opposition parlementaire finit très bien fonctionner en tant qu'opposition parlementaire. Et d'ailleurs, finalement, quand même, un fait qui mérite d'être souligné, c'est que quand trois grands partis d'opposition parlementaire finissent, je fin accepté comme leader de l'opposition le leader du plus petit parti à l'intérieur de sa alliance. Plus petit en termes de nombre de députés. Hein. C'était déjà une bonne preuve de bonne volonté, d'engagement vers une alliance et que le leader de l'opposition donc fin réussit faire un travail qui est apprécié par tout le monde au cours des années parce que justement il tient le soutien de ces deux alliés. Donc la suite logique de ça aurait été une alliance maintenant électorale, alors qu'auparavant l'alliance ça c'était au niveau du Parlement. Et surtout que puisque l'alliance a bien fonctionné, l'alliance parlementaire là, a une raison de plus qui fait bizarre dans ça, parce que là tu peux une opposition unie contre le régime. Bon, il arrive ce qui est arrivé. Finalement, apparemment, un climat de méfiance qui est installé et que l'alliance n'a pas matérialisé. Et bon, qui conséquence de sa retrait d'un parti de l'alliance, me pensais que dans un premier temps, conséquence-là les plus psychologiques. C'est-à-dire que si un gouvernement lui fait tout pour être capable de casser une alliance de l'opposition pour justement montrer que l'alliance-là n'est pas une alliance à qui on a fait confiance parce qu'elle n'est pas stable, etc. Il manque un point psychologique quand un allié retire ou il n'est plus fait partie de l'alliance. Est-ce que les conséquences les poils au-delà de l'aspect psychologique immédiat et les pour traduire par un disons mouvement significatif le plan électoral? Je ne sais pas si à ce stade nous allons répondre à cette question-là. Et il est capable, en fait, sans conséquences importantes, significatives, l'issue des élections, dans un sens ou dans l'autre. Comment il est capable aussi énormément de conséquences qui découlent justement de sa choc, disons, psychologique, qui à un certain moment où casse l'élan, parce qu'il n'y a aucun doute que depuis que ça l'alliance est formée, enfin avec les trois partis, un meeting qu'ils ont fait, et tiennant une dynamique qui s'est créée. Donc, le fait que on casse cette dynamique-là, à peut-être quelques semaines, ne pas connaître des élections, est-ce que les noms ont un impact électoral? L'avenir le dira. Mais justement, puisque nous faisons ça à l'instant, on connaît dans une semaine exactement, on a les deux blocs, deux principaux blocs politiques, et pour ce supporters dans un meeting, un grand meeting qui est peut-être le plus grand meeting avant les élections. Et que vous pensez pour l'enjeu de ça 1er mai là, pour cette année-ci, une année électorale? Qui l'enjeu? Bon, c'est une joute inégale. Premièrement,
le parti au pouvoir est organisé depuis des mois. L'opposition recomposée, en fait, est dans des semaines. Ça, première. Deuxième inégalité, c'est en termes de moyens. Donc, moi, pensais que si on réussit à mobiliser la foule, en utilisant tous les moyens matériels dont vous disposez, ou capable, encore une fois, enfin, vous pourrez prendre, c'est comme on dit tout à l'heure, ou capable de créer un impact psychologique. Mais, si, ou al d'après la foule qui chacun une réunir à travers un moyen totalement inégaux, t'es pas la comparaison dans les moyens, et que pour dire que ça reflète vraiment la force de chaque parti, le terrain, les pour risquer, parce que si vous êtes capable de gonfler la foule avec des ressources qui sont énormes, ben, il est capable, bon pour le moral, et pour une troupe, parce qu'il dit, ouais, nous réussissons à réunir ça. Mais quand vous avez une motivation de Bandimoun qui peut venir, ça est capable de donner une totally different picture. Donc, c'est vrai que, disons, la comparaison des foules pour le grand meeting du 1er mai, il fait partie de nouvelles mœurs politiques à Maurice, et surtout dans l'année électorale, pour enforcing de la part surtout du régime en place, parce que c'est toujours le cas hein, quand on est au pouvoir et que on est un challenger. Donc, on vient créer sa choc-là dans l'électorat, dans l'électorat pour qu'il soit capable de créer l'impression que au pied vers une victoire, quoi, pour qui Bandimoun rallié autour de eux, pour qui Bandimoun qui est mécontent de la gestion capable malgré tout dire pour soutenir eux. Mais encore une fois, je pensais que quand il y a qui mobilisation, qui ressource chacun est non, plus de mobiliser, il peut un peu risquer, vous pensez, pour un observateur, juge les chances de chaque parti en fonction de la. Milan, nous arrivons à la fin de l'émission. Au nom de toute l'équipe ici, Jacques à la régie et moi-même, nous pouvons remercier pour votre présence, pour nous accepter l'invitation pour être avec nous aujourd'hui. Et nous dirons merci pour votre présence et pour votre disponibilité. Et donc, au revoir et à bientôt. Merci vous-même. OK, bye. Merci.